Hello Jules, Sa- bienvenue. Salut Pauline. Merci de participer à ce podcast. Je suis ravie de t'avoir parce que tu es probablement parmi les premiers à qui j'ai parlé avant de monter Payflows, ou très 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 tôt. J'avais été assez bluffée par ton expertise. On en parlera, mais tu as travaillé dans des boîtes industrielles, tu as travaillé en conseil et tu travailles désormais chez Content Square en tech où tu diriges une fonction de procurement excellence. Et ton insight m'a toujours fascinée, donc je suis particulièrement heureuse de t'avoir pour parler d'un sujet qui est différent de ceux qu'on a abordés précédemment dans ce podcast, qui est celui de l'implication de la notion d'impact avec les achats et de comment est-ce que les achats peuvent être un vecteur pour l'entreprise de changement et de d'intégration des notions d'impact. J'ai beaucoup parlé. Je te laisse te présenter. Merci Pauline. Merci, c'est un plaisir d'être dans ton podcast pour parler, comme tu as dit, d'un sujet ô combien important et d'actualité, je dirais. Donc, donc moi j'ai travaillé dans l'industrie, comme tu l'as dit, j'ai toujours été dans des fonctions de performance et transformation achat, donc des sujets plutôt transverses. D'abord chez Essilor Luxottica, ensuite dans le conseil chez Inverto, qui est la pratique achat du BCG, et maintenant chez Content Square depuis 2 ans, où là c'est une plus petite structure achat et on est vraiment avec l'équipe dans la co-construction de cette fonction depuis bientôt 2 ans. Peut-être que je vais parler d'abord un peu de Content Square. Qu'est-ce que c'est Content Square? Donc, Content Square, c'est un logiciel SaaS qui a été fondé en 2012 par Jonathan Cherki. C'est une scale-up, c'est une licorne française. Alors aujourd'hui, on est à peu près 1800 employés, qui a fait récemment de belles acquisitions, donc pas mal de croissance externe. Et en fait, à quel besoin il répond cet outil? Il répond à la question suivante, donc plutôt au constat suivant, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30% des personnes qui sortent avec un article acheté dans un magasin physique, alors que sur Internet, sur un site marchand, seulement 3%. Et la question qu'on se pose, nous, chez Content Square, c'est pourquoi? Et du coup, on propose une solution, donc c'est de Digital Experience Analytics. Alors, je vais essayer de faire le moins d'anglicisme possible, C'est dur. mais là, pour le coup, j'ai pas le choix. Et donc, en fait, c'est comment on va aider les sites marchands à convertir une visite en vente. Donc voilà le business dans lequel on opère. Alors chez Payflows, on adore Content Square et on adore Jonathan Cherki, qui est un de nos investisseurs. Donc on est particulièrement heureux de t'avoir. Euh, Aujourd'hui, on va aborder le rôle des équipes procurement dans la stratégie RSE de l'entreprise. On va essayer de comprendre quels sont les enjeux RSE et pourquoi ils sont importants pour une boîte comme Content Square. Mm. Comment est-ce que on peut collaborer avec une équipe impact et RSE quand on est une équipe achat? Et quelle est la place que les achats peuvent prendre dans le temps, dans cette stratégie impact directement, et quelles sont les actions qui peuvent être mises en place, même avec assez peu de ressources et une maturité impact encore faible, euh, parce que la boîte est jeune, parce que la boîte est en hyper croissance. Ce que je te propose, c'est de commencer par nous expliquer, dans une boîte comme Content Square, quelles sont les missions de l'équipe impact. Ok. Alors, les missions de l'équipe, la mission de l'équipe Impact, c'est d'aider à construire la meilleure expérience en ligne, mais en étant une société à mission, on va en fait un cran plus loin et en gros, on va s'engager officiellement à rendre cette expérience accessible, inclusive, fiable et durable. Et donc c'est là que l'équipe Impact va opérer, c'est autour de cette mission au sein de notre business, en mettant des pratiques un peu plus durables. Par exemple, on a des engagements net zéro, on a la mise en place d'objectifs de diversité. Mais l'équipe Impact, elle va aussi travailler avec tout un écosystème, que ce soit nos clients, que ce soit nos fournisseurs,
pour avoir l'impact sociétal au final le plus large. Et donc, par exemple, on parlait de la mission. Donc, c'est de donner aux visiteurs d'un site internet une expérience that they love, seek and deserve. Et ils vont par exemple travailler avec nos clients, mais aussi avec nos fournisseurs pour avoir un peu plus d'accessibilité digitale sur leur site internet. Et aussi avec nos pairs de la tech pour partager des bonnes pratiques impact. Ils vont aussi aller sur des sujets un peu plus classiques et réglementaires. Par exemple, on va candidater à des certifications, donc des labels comme le label EcoVadis, comme le label des Nations Unies sur la partie Global Impact. Ils vont publier des rapports d'impact, donc Sustainability Report, et ils vont aussi répondre aux questionnaires de nos clients sur les pratiques ESG. Donc c'est un mélange de la veille, de l'insertion, de la définition des objectifs de l'entreprise vis-à-vis pas uniquement de ses investisseurs, mais de l'ensemble des stakeholders, clients, salariés et plus généralement la société. Exactement, Très exactement. clair. Moi, ce que je me pose toujours avec ces objectifs qui peuvent être des objectifs extrêmement larges, c'est concrètement comment on les mesure. C'est important parce que si on veut les driver et éviter un peu le risque de la labellisation un peu, moi aussi je vais faire un anglicisme, bullshit. Il y a besoin justement de définir des KPI et de les suivre pour pouvoir les afficher et pour pouvoir maintenir le progrès. Quels sont un peu les KPI que vous avez établis pour votre équipe Impact chez Content Square? C'est vrai que s'il y a une mission ou une vision sans KPI, je suis d'accord avec toi, c'est un peu bullshit. Notre équipe Impact chez Content Square, elle va s'orienter autour de trois grands axes, trois grands objectifs, on va dire, et trois grands indicateurs qui répondent à ces objectifs. Le premier, c'est sur la partie environnement. Donc environnement, je t'ai dit on avait une target par exemple de réduction de notre empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on a même un objectif certifié par l'organisme de référence, donc SBTi, sur 10 ans pour réduire notre empreinte carbone. On a le deuxième objectif qui fait écho à notre mission sur l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, on essaye de mettre le plus possible en place des standards d'accessibilité digitale comme le WCAG sur notre plateforme, mais aussi on essaie de pousser ça, comme tu l'as compris, à nos clients et à nos fournisseurs. En ce sens, sur cette partie accessibilité, on a aussi la Content Square Foundation. Donc, j'invite tout le monde à aller suivre sur LinkedIn la Content Square Foundation. On le mettra dans le lien. Voilà, qui, elle, travaille aussi autour de trois grands piliers. Donc, l'éducation, la recherche et le plaidoyer autour de l'accessibilité numérique. Et enfin, la dernière, et je pense que c'est aussi un petit peu le nerf de la guerre et d'actualité, c'est ce qu'on appelle nous digital trust. Donc en fait, ça inclut la partie sécurité et la partie vie privée. Donc comment on continue à innover technologiquement tout en s'assurant en fait que les données, la collecte de données personnelles est minimisée et qu'on va aussi respecter toutes les contraintes, ou je devrais plutôt dire les bonnes pratiques sécurité des données. Donc, toutes les normes ISO 27001, SOC 2, ISO 27701. C'est Voilà, hyper c'est trois grands intéressant. objectifs. C'est hyper intéressant parce que je pense que quand on dit impact, en tout cas en tant que non-expert, quand je pense impact, je pense tout de suite environnement. Et en fait, on pense beaucoup moins à ces aspects finalement assez fondamentaux dans ce que la presse en parle presque tous les jours, qui sont l'accessibilité numérique, qui sont la sécurité des données, qui en plus pour vous sont très liés à votre mission, à votre core value proposition, et c'est extrêmement impressionnant que sitôt vous les ayez intégrés dans la mission de l'équipe Impact. Ça c'est vraiment quelque chose qui donne à réfléchir. Concrètement,
Ouais, C'est juste vas-y. pour réagir sur ce que tu disais, Pauline, parce que c'est très intéressant. En fait, c'est capital. Chez Essilor, par exemple, la mission, c'était améliorer la vue pour améliorer la vie. Et pareil, toute la politique impact du groupe tournait autour de cette mission. Donc effectivement, comme tu le dis, quand on parle impact, c'est pas juste le buzzword actuel où on dit réduction des émissions carbone. C'est pas uniquement ça. C'est Ouais, l'impact positif. et c'est super important à l'intérieur de la boîte pour avoir de l'adoption, pour que tout le monde travaille dans le même sens, que ce soit lié aux enjeux quotidiens sur lesquels les collaborateurs travaillent, et que ça résonne au-delà des headlines de la presse. En 2024 et à l'aune de 2025 qui arrive, c'est quoi les plus gros enjeux chez Content Square vis-à-vis de Mhm. l'impact? Ok. Euh, Chez Content Square, vous avez de l'impact, et j'irais même plus loin, de la tech en général, et toutes les licornes françaises, tout l'environnement tech français, c'est qu'en fait, on est dans un contexte de forte croissance. Il y a de la croissance externe, il y a de la croissance interne, et on est dans un fort contexte aussi d'internationalisation. C'est des boîtes qui grossissent très très vite, qui s'internationalisent très très vite, et donc elles sont tout le temps en train d'évoluer dans un environnement qui est complexe, dans un environnement qui est en pleine transformation. Et ça, c'est un enjeu qui est très important de pouvoir maintenir le cap, par exemple, sur des réductions d'émissions carbone, alors qu'on va acquérir de nouvelles entreprises. Euh, on est aussi générateur d'innovation. Tu as, je crois, fait un podcast avec mes confrères de chez Miracle où vous avez parlé d'IA, un autre buzzword. L'IA, c'est très très bien, mais l'IA, c'est extrêmement énergivore. Donc, toute la technologie qu'il y a derrière aussi, comment on fait en sorte de limiter son impact et d'avoir une utilisation un peu plus positive. On a aussi, et j'en ai un petit peu parlé déjà, on a de forts défis en termes de développement durable sur la partie, sur les sites de nos clients. Parce qu'en fait, Content Square, oui, c'est de l'expérience utilisateur, mais aujourd'hui, un site, même là, l'écran à travers lequel je te parle, bah, il a une consommation effective qu'on peut mesurer. Et en fait, on est capable d'avoir ce côté green tech où on rend des informations, on rend de la donnée pour être plus efficient et, in fine, moins consommer d'énergie. Ouais, très clair. Et du coup, c'est vrai ce que tu dis, c'est on est et particulièrement en tech, souvent à l'aune de ces engagements d'impact, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'être les plus gros consommateurs des différents services d'IA. Et clairement, chez Payflow, c'est un sujet, on est encore très jeune, mais c'est un sujet qui nous tracasse. Bah, Euh, c'est bien de s'investir de ces sujets au plus tôt. Et d'ailleurs, le monde de la tech en général, je pourrais partager à l'occasion de Sustainability Report, d'ailleurs, est disponible. En fait, on est énergivore. Toute la partie serveur, hosting, tout ce qui est device, hein, la tech, d'autres boîtes qui produisent des hardware, des PC, des téléphones, j'en sais rien, c'est très énergivore. Donc, on a clairement notre rôle à jouer. Et c'est que le début. Il y a de plus en 100%. plus, justement, de. Pourquoi une entreprise comme Content Square, qui est euh, une des très belles réussites de l'écosystème tech français, investit en RSE, et j'ai eu l'occasion de discuter avec vos équipes Impact, ont des profils dédiés, une vraie équipe qui se concentre sur l'impact sociétal de la boîte. Euh, Pourquoi le faire presque si tôt? Et tu as partiellement déjà répondu. Ouais. Question très, très intéressante. J'étais moi-même surpris en rejoignant Content Square qu'il y ait une équipe Impact. Je ne peux pas dire de bêtises, je crois même que l'équipe Impact a été créée avant l'équipe achat. Donc, il n'y a pas de guéguerre là-dessus, on travaille main dans la main, on n'est pas rancunier. Euh, non, en fait, C'est l'impact, visionnaire. c'est visionnaire, visionnaire. L'impact, c'est good business, en fait. Aujourd'hui, on parle de sustainable value chain, c'est-à-dire que c'est vraiment création de valeur. Tu as dit, il y a quelques minutes, tu parlais de la partie talent, acquisition des talents, rétention, s'associer à la mission de l'entreprise. Je pense que la génération dont on fait partie, Pauline, encore plus celle d'après peut-être, accorde énormément d'importance aux entreprises dans lesquelles elles se reconnaissent
avec une culture d'entreprise qui est saine, avec une mission qui fait écho dans leur tête. Et d'ailleurs, il y avait une étude de Fortune en 2019 qui disait grosso modo que les entreprises où les employés avaient le plus de satisfaction à travailler étaient les entreprises en fait qui avaient les meilleures notes sur les critères ESG, donc Environment, Social and Governance. Donc il y a vraiment un lien sur la partie talent attraction et rétention des talents. Ensuite, good business, on est la fonction achat quand même, donc on va parler de contrôle des coûts. Contrôle des coûts parce que euh, je pense que les politiques impact, elles peuvent créer des politiques filles. Par exemple, la partie travel. La mise en place d'une politique travel durable, ça peut aussi être une politique voyage, pardon, qui est moins onéreuse. Par exemple, favoriser un Zoom meeting plutôt que de prendre l'avion pour aller voir Pauline dans ses bureaux. Il y a la partie aussi, alors peut-être moins dans notre chez Content Square, mais toute la partie gestion des déchets. On en parlera, je pense, un peu plus tard, mais aujourd'hui, on essaie de circulariser au maximum. On est moins dans une logique de recyclage. C'est pas construire pour détruire, c'est vraiment construire pour réutiliser le plus longtemps possible et retrouver une nouvelle vie sur chacun des produits. Et ça, c'est très important. Donc, et ça permet, bien entendu, de réduire les coûts. Il y a un gros sujet risque réglementaire, ça c'est sûr. On voit un peu partout, notamment en Europe, mais aussi aux US, énormément de réglementations qui sortent. Donc c'est important de rester un peu en avance de phase sur ces réglementations. Et puis, il y a une partie, quand on dit good business, on parle aussi, je pense, génération de revenus. Pourquoi génération de revenus? Parce que ça reste l'image de l'entreprise. Alors, c'est un peu, c'est vulgariser la chose de dire ça, mais en fait, aujourd'hui, il y a énormément de clients, par exemple, il y a énormément d'investisseurs qui vont être regardants de ces critères-là et qui ne travailleront avec toi que si tu réponds à certains critères ESG. Et enfin, la dernière chose, c'est le Covid. Et oui, on parle encore du Covid, même 4 ans après. C'est le Covid. Et le Covid, je pense qu'il a un peu rebattu les cartes. Pareil, on va moins le voir peut-être dans la tech, mais je veux ici parler des achats dans leur globalité. Sur les entreprises qui ont une grosse supply chain, en fait, les investisseurs, ils vont chercher avant tout des entreprises qui ont une supply chain qui est résiliente, qui est capable, en temps de crise, d'assurer une continuité des opérations. C'est ça aussi la partie impact. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on, on, on a rarement l'honnêteté de le dire comme ça, mais j'aime beaucoup la phrase que tu as utilisée qui est de dire, en fait, l'impact, c'est pas hostile à la création de valeur. C'est plutôt good business et dans la très grande majorité des cas, comme tu le dis, très très bien. En fait, voyager moins, c'est aussi dépenser moins. Euh, Probablement qu'une IA bien utilisée est une IA où on tape moins dans les serveurs et on paye finalement moins cher. Donc, il y a vraiment cet alignement presque systématique entre les objectifs de rentabilité et l'impact. Et c'est plutôt good business. Et c'est intéressant, je trouve, de le voir comme ça. C'est plutôt, surtout dans la période actuelle, qui est plutôt une période de gros focus sur être profitable, créer des business sains. C'est plutôt dans l'air du temps, je trouve, de combiner les deux finalement. Et oui, en fait, l'impact, c'est good business. Tu as absolument raison. Comment est-ce que les achats sont liés à la mission RSE? Tu as parlé brièvement de la politique de voyage qui est souvent dans le scope des achats. Mais plus largement, comment est-ce que les achats peuvent s'insérer dans cette mission RSE et impact? J'irais même plus loin pour tous mes confrères aux achats. En fait, par définition, la fonction achat, pour moi, elle permet de, de transformer les écosystèmes. C'est une fonction qui est tellement transverse et qui va toucher en fait au-delà de l'entreprise, vu on va avoir nos fournisseurs, qu'on peut avoir un impact qui est vraiment tangible en fait.
Que ce soit en interne, on peut influencer, mais on peut aussi influencer en externe. Donc, par exemple, pourquoi on peut supporter cette stratégie? De manière très opérationnelle, on peut avoir, en fonction de la relation qu'on entretient avec nos fournisseurs, donc on va parler par exemple des fournisseurs stratégiques ou des fournisseurs qu'on appelle préférés, preferred, des sujets de co-innovation, par exemple. Comment ensemble on fait en sorte d'optimiser, je ne sais pas moi, la consommation des serveurs d'AWS, d'Azure, etc. Comment on fait en sorte que sur la partie loyer, on travaille avec notre loueur pour réduire notre consommation énergétique. Donc il y a des vraies actions tangibles. Ensuite, il y a la partie risque. Sur les objectifs, sur la partie risque, nous, on peut s'assurer d'être en conformité, s'assurer que notre supply chain, elle va être résiliente. Et puis, on a aussi toute une partie protection de notre image de marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'achat, on ne peut pas aller acheter à une entreprise qui ne respecte pas, par exemple, le droit des enfants ou voilà, Ouais, qui et vous sont êtes le garant en fait exactement. de l'implémentation de ces politiques au-delà de l'entreprise, mais vis-à-vis de ses fournisseurs. Hum. Et il y a un dernier volet, et alors nous, Content Square, on n'y est pas du tout, on n'y est pas du tout Pas encore, encore, mais pas encore. pas encore, mais c'est l'ambition. Il y a tout un volet reporting, en fait. Alors, est-ce que c'est au sein des équipes Impact? Est-ce que ça doit être fait au sein des équipes FP&A? Pourquoi pas? Est-ce que c'est les achats qui doivent piloter ça? Mais par exemple, on peut avoir des objectifs de réduction d'émissions carbone, par exemple, au sein de nos initiatives. Généralement, les organisations achats, tous les ans, elles font un exercice où elles vont construire un plan avec des économies qu'elles vont apporter au métier. Pourquoi pas avoir des initiatives avec des économies, avec des KPI portés sur la réduction de l'impact carbone? C'est possible. On peut aussi pousser pour avoir des fournisseurs qui vont signer nos chartes, qui vont adhérer aux mêmes valeurs que nous, s'engager sur notre mission. Donc tout ça, on peut pousser pour ça. Ouais, vous êtes un levier finalement très important sur lequel l'équipe Impact peut s'appuyer pour démultiplier son impact, en l'occurrence, mais vis-à-vis d'une grosse partie de la chaîne de valeur qui est les fournisseurs, mais qui est évidemment un impact sur les clients qui ont Hum, des attentes sur comment vous travaillez avec vos fournisseurs. tout à fait. Et là, j'ai un œil encore, là, dans ce que j'ai décrit, j'ai un œil assez européen. Mais par exemple, aux US, être acheteur, la fonction achat, c'est, voilà, on a un pouvoir d'achat. On a dans certaines entreprises un pouvoir même décisionnel, voire très décisionnel. Il y a des organisations achats qui rapportent directement au board, hein, aux executive committee. Et aux US, par exemple, eh ben, la partie sociale dans le SG, le S, est de plus en plus important. Il y a des gros critères de diversité, des gros KPIs autour de la diversité. Et donc, la fonction achat peut aussi influencer sur ces KPI en choisissant les bons partenaires. J'ai été marquée dans nos conversations euh, par le levier de collaboration, l'étendue de la collaboration que vous avez chez Content Square avec l'équipe Impact. Est-ce que tu peux nous raconter, et peut-être ça inspirera d'autres équipes qui sont pour l'instant pas encore main dans la main, comment est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble avec l'équipe Impact chez Content Square? Si j'ai bien compris, ils vous ont précédé. Ils nous ont précédés, ils nous ont précédés. Mais là, c'est une longue histoire, c'est une longue histoire d'amour. Entre nous, c'est une romance. Non, en fait, c'est vrai que c'est plutôt eux qui sont venus nous voir au départ. Euh, dans ce podcast, et on en parle plein, nous, on est une petite équipe achat avec un niveau de maturité qui est plutôt bas. Ça fait que 2 ans qu'on est créé. Et pourtant, on a l'ambition de faire les choses très, très bien et de mettre des fondations très solides. Et en ce sens, eh bien, la partie impact, voilà, no bullshit, on s'est dit entre nous, c'est pas la priorité d'une fonction achat dès le départ. Donc, c'est eux qui sont venus nous voir. Et au début, c'était plutôt sur de la partie data. C'est vraiment le point sur lequel tout est construit, en fait, la donnée. Et ils sont venus chercher chez nous, en fait, de l'information financière sur nos dépenses, sur nos fournisseurs, pour justement répondre aux questions des labels dont je te parlais précédemment. Donc eux, ils avaient un petit peu de mal à avoir ces réponses. Et nous, en tant que contrôle achat, on avait la main sur la donnée, on avait la maîtrise aussi de cette donnée, c'est très important. Et du coup, on a pu les aider.
Et puis, il y avait un autre projet, donc les labels, et puis il y avait aussi le premier Sustainability Report, où là, on les a aidés, parce qu'on s'est servi donc de notre baseline, de tous nos fournisseurs, pour estimer notre impact carbone. Ensuite, c'est plutôt nous qui sommes allés les voir cette fois, parce qu'on fait les choses de manière proactive quand on gagne un peu en maturité. Et là, on est venu les voir pour tacler l'angle un peu plus politique. Politique achat, donc la mise en place d'une procurement policy qui inclut des notions durables. Donc aujourd'hui, notre politique achat, elle s'appelle Sustainable Procurement Policy. On a directement, dans notre politique achat, il y a une notion de durabilité. Durabilité, pas que impact, même durabilité dans la relation avec nos fournisseurs. Et ça, je pense que c'est très, très important. On a eu aussi sur la partie politique, on est même en train de le faire, redéfinir un peu nos standards fournisseurs. C'est une charte fournisseur qu'on inclut au contrat et qui donne les bonnes pratiques pour travailler avec Contentsware sur notre mission, etc. Et on est en train justement d'inclure de plus en plus des clauses liées à cette partie ESG. Et enfin, on a mis en place un outil de P2P récemment. Et dans cet outil, en fait, on a mis en place en fait des questionnaires pour mieux évaluer certains de nos fournisseurs en incluant justement des clauses un peu plus durables. C'est intéressant parce que en fait, ça a commencé par vous qui avez la donnée, eux qui vous éduquent sur comment interpréter cette donnée d'un point de vue impact, et vous qui y retournez pour impacter et avoir davantage d'impact sur l'évolution de ces KPI. Et C'est ça, comme, ça fait la non, boucle un peu sur ce qu'on se disait tout en haut, c'est ça, c'est qu'ils ont été très forts. c'est ça. Mais c'est comme un bon restaurant, Pauline, hein. Quand il est bon, on y retourne. Donc c'est un peu l'idée. Et il y a une dernière chose, parce que là j'ai parlé de sujets un peu qui peuvent être voilà, très réglementaires, on parle de données, mais euh, un exercice récent qu'on a fait il y a 6 mois, 6, 8 mois, c'est qu'on s'est mis autour de la table et on a fait des workshops pour définir une vision commune. Donc on disait c'est bien d'avoir une mission, c'est bien d'avoir une vision, quels sont les objectifs et les KPIs qu'on met en place pour répondre à cette stratégie, à cette vision. Mais nous, on a vraiment voulu faire ça avec eux pour déjà mettre en place pour 2025 et les années qui suivent une vision commune, donc sur qu'est-ce que doit apporter une organisation achat pour l'entreprise et comment, au sein de nous, notre mission d'organisation achat, on inclut des notions d'impact. Et du coup, vous en êtes vraiment à cette étape où vous avez posé les KPI, établi un plan ensemble d'action. Ça reste des équipes relativement petites qui n'ont pas des ressources infinies, mais vous avez enclenché la machine déjà finalement assez tôt dans la vie de la boîte. Complètement. Et c'est maintenant qu'il faut le faire en fait. C'est petit à petit, c'est par itération. Tu dirais que vous en êtes où aujourd'hui sur ces itérations? Est-ce que tu considères que les fondations sont posées? Est-ce que tu penses que vous en êtes un peu plus loin? Et je te pose aussi la question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ont envie de bien faire, qui ont envie d'essayer d'améliorer, d'avoir un impact positif sur les différents stakeholders de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, plus largement sur la société, mais qui en tant qu'acheteurs savent pas vraiment par où prendre le problème. Donc peut-être tu peux nous dire où vous en êtes, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est pas encore fait. Ok, ok. Ce qui est fait. Alors, est-ce que tu considères que quelque chose qui est fait mais qui n'est pas encore très bien fait, c'est fait ou pas du tout? C'est une première itération. C'est une première itération. Alors, on a commencé avec la donnée. On est en train d'avoir une bonne qualité de données, de plus en plus. Notre P2P nous apporte aussi bien plus d'informations. Donc, sur la partie data, c'est fait. On peut être meilleur, mais au moins, on a les bases. Sur la partie politique, c'est plus que fait. Il manque certaines choses. On est en train de revoir notre partie fournisseur, mais sur la partie politique achat, on a vraiment mis les bases pour que dans
dans nos ambitions, on inclut tous ces sujets impact. Ensuite, il y a une partie enablement, formation, training, très important. On est une équipe de 7 personnes aujourd'hui. Je pense que c'est important de faire prendre conscience de ces sujets. En fait, on en a tous connaissance, mais parfois on n'en a pas conscience et on ne sait surtout pas, dans notre métier, comment on peut vraiment avoir un impact là-dessus. Et donc, on va être compte à la fin combien de fois on a dit impact. Mais je pense que si on devait mettre 1 euro à chaque fois, on serait riche. On serait plus là, Pauline. Non, je disais oui, donc le training. Le Donc nous, training. par exemple, on a mis en place des choses avec nos acheteurs pour qu'ils puissent acquérir un peu plus de connaissances sur la partie impact. Vos acheteurs au sens tous les collaborateurs ou les acheteurs qui travaillent dans l'équipe achat? L'équipe achat en C'est un particulier. autre sujet, ça, c'est la décentralisation des acheteurs, qui est C'est un très sujet bonne qu'on aime. question. Bah, c'est une deuxième itération. Ouais, c'est une deuxième itération totalement. Mais ça, peut-être, nous, en tant qu'acheteurs, en tant qu'organisation achat, on a un rôle pour un peu disséminer tout ça. Mais pour moi, c'est aussi l'équipe impact qui pousse davantage sur les collaborateurs en interne. Donc ça, c'est où on en est. On a des fondations de data, on a des fondations de politique, on a des fondations de training et on a aussi des outils. On a mis en place Ecovadis. Alors, on l'utilise pas à son plein potentiel, clairement, mais on a pu lancer grâce à Ecovadis nos premiers questionnaires auprès de fournisseurs stratégiques pour leur demander de s'évaluer et de récupérer leur scorecard. Donc, ça, c'est la partie outils. Donc, data, politique, training, outils. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque c'est vraiment de passer dans une logique un peu plus d'opération sur ces sujets. Et c'est là où le fait d'être une petite organisation achat est plus compliqué. Parce que la mise en place de tout ça, c'est très bien, mais ça nécessite beaucoup de ressources et ça a un coût pour une équipe. Et donc, nous, il faut qu'on voit comment travailler et bien établir les attentes avec l'équipe Impact et faire les choses petit à petit parce qu'on ne peut pas répondre à tous leurs enjeux. Et choisir un peu ces batailles, essayer de choisir les éléments qui vont le plus faire bouger les KPI finalement partagés avec l'équipe Impact. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est 2 ans avant là où vous êtes? C'est-à-dire qui a une équipe achat naissante, 3-4 personnes, qui a une équipe impact avec laquelle ils sont pas encore très bien alignés, qui a probablement de la donnée, peut-être non exploitée. Comment est-ce que tu leur conseilles d'avancer? Quels sont peut-être les écueils que tu as eus sur lesquels vous auriez pu gagner du temps et les étapes sur lesquelles avancer? Il y a des choses à dire, donc n'hésite pas à me couper si je suis trop long. Euh, D'abord, il faut mettre d'emblée, il faut créer cette relation avec l'équipe Impact, d'emblée. Et il faut tout de suite mettre sur la table quelles sont les attentes, comprendre eux leurs objectifs et leurs ambitions, et leur expliquer nous ce à quoi on peut répondre. Aujourd'hui, la CSRD, par exemple, donc, qui est une réglementation européenne, elle s'applique à partir de 250 employés. Donc, quoi qu'il arrive, on va être soumis à des contraintes réglementaires et donc, il faut prendre cette bataille des sujets impact. Ensuite, je pense qu'il faut aller là-dedans en mode, comme on s'est dit dès le début, no bullshit, no greenwashing. Il faut du concret. Et pourquoi il faut du concret? Parce que amener du concret, ça va donner, je pense, et nous, c'est ce que ça nous a apporté, c'est de l'adoption, de la reconnaissance, en fait, vis-à-vis de nos fournisseurs, mais aussi des gens en interne. Ils comprennent ce qu'on fait, ils comprennent qu'on n'est pas dans quelque chose de complètement fumiste. Ensuite, quand on a créé la relation avec l'équipe Impact, il faut mettre sur la table, comme je te disais, les attentes, commencer avec de la donnée, établir des KPI, des choses vraiment très concrètes, comme je disais, le pourcentage de fournisseurs qui ont signé qui ont une scorecard EcoVadis, une matrice des risques vis-à-vis de nos fournisseurs préférés ou stratégiques,
essayer de comprendre un petit peu, construire ce gros spend cube pour comprendre où sont les enjeux, où est-ce qu'on dépense, et comprendre tout. C'est intéressant, c'est important de savoir combien on dépense, mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dépense. Derrière, c'est quoi? Aller à un niveau de granularité suffisant là-dessus. Ensuite, je te parlais de la vision. Et ça va de pair avec cette relation entre les deux équipes. C'est si dès le début, on met en place une vision, on met en place une stratégie, ça peut même être une roadmap. Nous, c'est ce qu'on veut faire là pour 2025 et après, et mettre ces KPIs qui y répondent, et ben, ça permet conjointement d'avancer et d'aller un peu plus loin et d'être aligné de base. Et puis, Donc un peu définir les KPI, s'aligner vite avec ouais, les différentes parties prenantes, que ce soit une équipe Impact ou peut-être d'autres équipes dans certaines entreprises un peu différentes, et tout de suite être honnête sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, de combien on pense qu'on peut le faire bouger, avec le spend cube en tête et le plan en tête. ouais. Et être vraiment, voilà, hands-on, de Ouais. l'opérationnel, de l'opérationnel. OK, on va prendre un engagement, c'est qu'on va faire un contrôle sur notre supply chain et on va s'assurer qu'on n'ait aucun de nos fournisseurs, en tout cas avec les infos dont on dispose, pardon, qui vont violer les droits humains. Ouais, on se Il y a contente une pas dernière- d'aller à un event sur la RSE C'est ça. euh, pour dire qu'on a bien fait les choses. L'opérationnel, j'aime bien comment tu as dit ça. Et On fait quelque il y chose a de aussi concret. un truc super concret aussi, et très facile à mettre en place. Il faut avoir une logique vraiment de quick wins dans un RFP, systématiquement, la scorecard, on a des critères ESG, Et faciles ça, à c'est mettre en intéressant place. ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a et tu viens d'utiliser le mot quick win, mais il y a des toutes petites actions comme ajouter des exigences RSE dans ses conditions générales d'achat, ajouter quelques questions RSE dans son onboarding fournisseur qui peuvent immédiatement en fait colmater la fuite et tout de suite commencer à améliorer les choses avec finalement pas beaucoup d'efforts. Mais oui, mais oui. Et puis, euh, un autre exemple concret que je n'ai plus en tête du coup. Mais ah si, si, si. On parlait tout à l'heure de faire prendre conscience. Bah, nous, nos supérieurs standards, on va les communiquer. On va faire bosser l'équipe design dessus pour avoir un document un peu sympa, pour faire prendre conscience à notre communauté, que ce soit en interne, en externe. Même ça, c'est une action concrète, très simple à mettre en place. Il y avait, et je pense qu'il expliquerait mieux l'histoire que moi, mais Pierre Rabhi et le colibri. Tu sais, c'est une forêt dans l'Amazonie qui prend feu. Et puis un petit colibri qui va prendre l'eau et puis qui va essayer d'éteindre le feu petit à petit. Puis bah, il y a les animaux de la forêt qui lui disent mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, tu crois vraiment que tu vas réussir à arrêter le feu tout seul? Et il répond mais si tout le monde s'y mettait, on arriverait à l'éteindre ce feu. Bah, c'est un peu pareil. En fait, il faut prendre conscience que même des petites actions, elles ont un vrai impact. C'est inspirant. Ces derniers C'est mots pas, sont c'est Pierre Rabhi. particulièrement inspirants. C'est Pierre Rabhi. Lisez C'est Pierre bien Rabhi, ravi, c'est très bien. mais confirmé et réaffirmé par Jules Baudelot. Si tu essayes de prendre un peu de recul, quels sont les trois ou quatre learnings que tu peux partager sur la mise en place, sur la mise en mouvement, en fait, de l'impact? La première chose, et je pense la plus importante à comprendre, et moi c'est l'erreur que j'ai faite au début, c'est que les choses, en particulier sur les sujets, elles vont pas bouger toutes seules, en fait. Tu l'as dit, dans une petite organisation, parfois les sujets impact, ça peut être très très vite dépriorisé. Et je pense que en tant que fonction achat, et même en tant que fonction achat et fonction impact, on est là justement pour orchestrer tout ça. Et je pense que c'est très très important d'animer une communauté. D'animer une communauté. Si on, si on se rapproche en interne, déjà en interne,
il faut créer des événements, il faut créer du lien avec certains fournisseurs, il faut rendre notre mission visible. La fondation Content Square sur LinkedIn. Il faut vraiment voilà, communiquer autour de tout ça. Et quand on anime une communauté et que les gens adhèrent aux mêmes valeurs que nous, ça rend les choses tout de suite plus simples. Et ensuite, le troisième learning, je dirais que c'est très important de comprendre qu'il va falloir. En fait, c'est de la transformation. Enfin, c'est de la transformation, c'est ces enjeux impact. Et du coup, il faut parfois être capable de faire un pas en arrière et d'adapter son organisation à ces pratiques. Donc, par exemple, nous, ce qu'on a mis en place dans notre process P2P, Procure to Pay, donc en fait, nos façons d'acheter chez Contentsware, on a mis en place ces bonnes pratiques achats. Je te disais, questionnaires sur la partie fournisseur, sur les assessments. On prévoit, c'est pas fait encore, mais de connecter EcoVadis à notre système de P2P pour avoir automatiquement le risque. On prévoit peut-être d'intégrer d'autres outils aussi à notre P2P et en fait construire cette espèce de best of breed autour de notre P2P qui nous permet de répondre par les outils et par les bonnes pratiques des process. C'est vrai que j'ai shift the organization et voilà, et continuer d'avancer comme c'est, d'être en mouvance tout le temps, faire les choses petit à petit et d'être en mouvance tout le temps. D'avoir une cadence plus qu'un objectif de tout ou rien, d'être réaliste en fait. Ça peut pas. Alors en fait, c'est aussi le paradoxe. Il y a des objectifs long terme qu'on va se mettre. Je disais, à 10 ans, nos objectifs SBTI d'être de réduction de carbone. Ça, c'est un objectif à 10 ans. Il est très très loin. Mais il faut, comme tu dis, garder cette voilà, petit à petit on fait l'autre parce que chaque succès qu'on va avoir, chaque chose qu'on met en place, ça encourage et ça permet derrière un peu d'avoir un effet boule de neige en fait, d'accélérer et de rendre les choses tangibles. Je suis curieuse pour terminer. Comment tu peux utiliser peut-être le reporting en interne pour participer de cette façon de faire bouger tout le monde ensemble et tu le disais de façon plus poétique, mais de créer une communauté engagée autour de l'objectif. Le reporting, on en a parlé au tout début de ce podcast. On n'y est pas encore. Il y a énormément de grosses entreprises qui n'y sont pas du tout. Mais pour moi, c'est super important parce que euh, renvoyer de la donnée, reporter sur ce type d'indicateur, ça permet aussi de marketer les actions que tu fais. En Absolument. interne et en externe. On parlait d'image de l'entreprise, c'est assez vulgaire, mais c'est vraiment ça en fait. Et la fonction achat, il y a des outils, un outil qu'on utilise par exemple, qui nous permet de piloter toute la partie performance achat, toutes les initiatives, les économies qu'on fait. Pourquoi pas avoir une approche, ils appellent ça EPL, c'est-à-dire Environmental PNL, où en fait on reporte aussi sur la partie carbone, sur la consommation d'électricité, sur des politiques sociales, à l'initiative achat, au fournisseur achat, vraiment. Donc on pourrait mettre ce genre de choses en place. Et après, sur la partie SpendTube, je disais qu'on n'y était pas encore, nous. Pareil, il faut avoir une qualité de données qui est très très forte. Et on pourrait même ne pas se dire on a notre SpendTube, on va le matérialiser en carbone. On a notre SpendTube et il y a une colonne Carbon Impact sur chaque ligne de transaction. Et il y a beaucoup d'entreprises aussi aujourd'hui qui permettent de le faire, des outils de Spend Analytics, et il y a aussi des entreprises externes qui peuvent accompagner pour, avec des méthodes de calcul officielles, essayer d'estimer au mieux l'impact carbone. Et du coup, la prochaine étape pour toi, c'est de réussir à associer à une mesure PNL transactionnelle, une mesure pas uniquement carbone, mais plus largement impact. C'est ça. Ça, c'est l'objectif plus long terme. Si, Ouais, si on bien arrive sûr. à mettre ça en place, Pauline, Bah, je serais on va très faire très ça. content. On va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Ah, Mais on est aux prémices. On est aux prémices, je pense, de ces sujets. ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé ton savoir, ton expérience. Et finalement, et c'est ça que je trouve fascinant, ta réflexion sur ces sujets, parce que c'est des sujets relativement récents qui ont des implications à beaucoup d'endroits dans l'entreprise. Je pense que les achats sont un énorme vecteur
de cette transformation. Et tout le monde essaye un peu de Mhm. trouver euh, comment opérer le plus efficacement possible avec les ressources et sincèrement à ce stade même les connaissances Tout à fait. qu'on a. Et je trouve ça absolument fascinant ce que vous avez fait chez Merci. Content Square. C'est que le début, euh, mais je pense que ça va inspirer un certain nombre d'autres équipes de cet écosystème et au-delà à réfléchir à minima à ces sujets. Et on en a parlé toi et moi, mais c'est un sujet que j'aimerais revisiter sous différents formats parce que je pense qu'il y a beaucoup d'approches pas encore très bien coordonnées et beaucoup de bonnes pratiques à aller chercher chez les uns et les autres et définitivement chez Content Square. Merci Pauline. Merci. Merci Jules, à très vite. Salut.